Je vous présente aujourd'hui notre 516e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, le journaliste Bob Woodward a publié un livre dévastateur ces jours-ci contre la Maison-Blanche, enfin plus directement contre Donald Trump. Celui-ci a réagi bien entendu très vivement. Avez-vous eu vent de cette histoire? Oui, je connaissais Woodward qui est un homme par qui le scandale arrive. Parce que c'est lui qui avait, avec Bernstein, je crois, dénoncé l'affaire du Watergate et amené la chute de Nixon tout de même. Hein. Alors là, il est probablement chargé de préparer la chute de Trump et il lance un brûlot dont je ne connais pas les termes, mais qui semble avoir justifié en tous les cas la réaction assez vive de Trump qui ne se laisse pas faire. Il est la cible de toute une série d'attaques de gens qui regrettent que Mme Clinton n'ait pas été élue, mais enfin c'est comme ça, c'est la démocratie. Et il est de taille à se défendre, bien qu'il n'ait, semble-t-il, d'après les gens qui parlent de lui de manière anonyme, il n'aurait aucune qualité, il n'aurait que des défauts. Alors, la Russie continue d'épauler le gouvernement syrien en bombardant la dernière enclave terroriste d'Idlib, qui, d'après vous, soutient les djihadistes à ce point quand même, parce qu'ils sont toujours résistants. Et dans quel but? Je pense qu'on pourrait peut-être poser la question à la CIA, non? Entre autres? On doit avoir quelques connaissances du sujet, je pense. Mais il est certain que l'action qui a été engagée à un moment donné en faveur d'Al-Qaïda ou de Daesh a permis à la Russie de faire une apparition déterminante en Méditerranée orientale, hein, et de s'installer pratiquement sur les bords de la Méditerranée. Moi, ça ne me choque pas, parce que je suis partisan de l'alliance avec la Russie. Mais en l'occurrence, tout le monde ne doit pas être très content de l'autre côté de l'Atlantique. Et alors, la succession de Jean-Claude Juncker s'organise, se prépare donc au Parlement européen. Vous en savez quelque chose. Qui y voyez-vous en remplacement? Je dois dire que je ne sais pas, parce que vous savez qu'au Parlement européen, il y a deux grandes formations qui ont la quasi-unanimité en s'entendant. Elles s'entendent, ils se partagent le gâteau, 2 ans et demi l'un, 2 ans et demi l'autre. Voilà, alors Juncker s'en va, il avait un peu trébuché là, un jour à la sortie d'un cocktail, je crois, oui. mais normalement il était désigné pour partir, pour céder sa place à un kidam, je ne sais pas qui ça sera, ça ne m'intéresse pas d'ailleurs, en l'occurrence, ils ont été généralement tous mauvais. On pourrait établir un parallèle radical entre deux visions de l'Europe. D'un côté, le couple Macron-Merkel et de l'autre, le binôme Salvini-Orban. Que pensez-vous de la popularité galopante et récente de Salvini? Eh bien, je crois qu'elle tient à quelque chose qui doit nous faire honneur, à savoir que les opinions européennes sont en train de prendre conscience du danger mortel que représente l'immigration. Or, comme Salvini a sur cette question et la Ligue ont une position très ferme, et qui a d'ailleurs été évidemment critiquée par tout ce que les démocrates professionnels comptent de troupes, n'est-ce pas? Et je pense que Salvini peut faire une belle carrière au fur et à mesure que le phénomène se développera, comme aurait dû ou devrait le faire Marine Le Pen, qui bénéficie tout de même d'un courant important, hein, d'après les sondages, mais qui est en légère diminution quand même par rapport à ce qu'elle représentait. Il faut qu'elle n'a pas fait sa rentrée, il faut dire la vérité. Mais il faut qu'elle fasse sa rentrée sur le sujet qui est le plus important. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres problèmes en France, il y a beaucoup d'autres problèmes importants. Mais le problème essentiel, celui qui est vital, c'est celui de l'immigration. Parce que dans le temps, il va s'inscrire en s'aggravant si des mesures radicales ne sont pas prises pour l'éviter. Alors, contre toute attente, l'extrême gauche allemande est debout face à l'invasion migratoire, justement, dont on parlait, presque de concert avec l'extrême droite. Alors, le ras-le-bol en Europe est-il à ce point généralisé? Oui, il n'est pas encore généralisé, mais le fait qu'en effet une formation d'extrême gauche en Allemagne prenne les mêmes thèmes que
que le parti qui est réputé d'extrême droite, c'est-à-dire un parti national, dès qu'on est national, on est qualifié d'extrême droite. Bon. Et ce n'est pas innocent, ça, parce que le terme extrême, évidemment, a un sens péjoratif. Alors, donc, extrême, extrémiste, on dit pas... par exemple, l'extrême gauche, on dit les gauchistes, mais l'extrême droite, on dit les extrémistes de droite, ce qui n'est pas pareil. Ça, c'est une subtilité sémantique, mais qui compte dans la bataille des mots, dans la bataille des pensées, et la bataille de l'intelligence. Alors, voilà, je me félicite de voir Salvini bénéficier dans l'opinion des mérites qu'il montre et du courage qu'il montre dans la lutte contre, encore une fois, la dénonciation du danger le plus grave, le plus mortel qui soit pour l'Europe. Alors, le procès de Clément Méric a débuté ce mardi. Alors, un bref rappel, ce jeune antifa, mort accidentellement à Paris en 2015, suite à une bagarre qu'il avait lui-même déclenchée. Que risquent, selon vous, les accusés? Et est-ce que ça devient un procès politique avant tout? Écoutez, ça dépend si les juges sont du syndicat de la magistrature. Comme le syndicat de la magistrature fait profession de partialité gauchiste, bien sûr, évidemment, dans ce cas-là, il risquerait gros. Autrement, je pense que ça sera la confirmation de la prévention qu'ils ont déjà faite. En l'occurrence, là encore, ça, les plateaux de la balance ne sont pas équilibrés, parce que le petit gauchiste est présenté comme un saint, comme un héros, comme le fut en d'autres temps sous Pasqua, je ne me souviens plus comment il s'appelait. Dans mon tome 2 de mes mémoires, j'évoque un certain nombre de ces arnaques, dont l'affaire Bouharam, des affaires comme celle-là, qui sont utilisées à chaque fois à grand renfort de trompettes médiatiques pour attaquer le Front National. Alors, suite à la démission de Nicolas Hulot, un petit survol donc de notre gouvernement actuel, François de Rugy reprend la main sur l'écologie. Pensez-vous que ce remaniement était prévu et donc, par conséquent, n'aurait rien de spontané? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans les arcanes du pouvoir. Je ne sais pas quels sont les dessous de ces affaires, mais je n'ai pas le cœur serré de voir partir M. Hulot ni de voir arriver M. de Rugy. C'est la même bande, hein, qui qualifie l'écologie de mouvement qui a entraîné l'écologie vers la gauche, alors qu'en fait, l'écologie, par définition, c'est une philosophie de droite, puisqu'elle s'agit de conserver au maximum la nature, les équilibres naturels, et pas du tout de révolutionnaire. C'est qu'il y a là une équivoque dont bénéficie ce parti des Verts qui est, à mon avis, assez scandaleuse. Alors, tandis que le gouvernement installe l'usine à gaz du prélèvement à la source, les Français, eux, attendent la baisse des dépenses publiques. À quoi jouent ceux qui tiennent les manettes décisionnaires, selon vous? Écoutez, il y a une chose dans tous les cas que j'espère, c'est que si on installe le prélèvement à la source, on va diminuer de la cinquième au moins le nombre des fonctionnaires du ministère des Finances, puisqu'il nous est déclaré que c'est beaucoup plus simple et que il y a beaucoup moins de travail. Comme il y a, je crois, 140 000 ou 150 000 fonctionnaires au ministère des Finances, peut-être que là, il y a une bonne occasion d'en faire sortir une trentaine, 30 000. Peut-être, ce serait probablement la mesure la plus efficace qui découlerait de cette nouvelle méthode que je n'ai pas encore vu mettre en œuvre. Une mesure exemplaire. Alors, en 2017, 6 bébés sur 10 sont nés hors mariage. Les noces, l'officialisation des unions, sont-elles à ce point tombées en désuétude, selon vous, Président? Ça paraît évident, mais ça me paraît aussi être un signe de décadence très grave. Parce que le mariage était une institution de protection de la famille. Elle lui donnait une stabilité, une pérennité. Elle était aussi une garantie pour l'épouse qui, généralement, elle est chargée de s'occuper de ses enfants et de la maison.
et n'a pas souvent n'a pas de travail. Maintenant, il en a, au détriment d'ailleurs de la solidité familiale, c'est vrai, il y a une évolution dans ce domaine, et en l'occurrence, on peut regretter très sérieusement que le mariage connaisse cette diminutio capitis. C'est vraiment... car le mariage est une des institutions les plus anciennes et les plus solides de notre droit européen, historiquement. N'est-ce pas? Il est probable aussi que l'affaissement de la religion catholique joue un rôle dans cette abstention des gens de se marier, après tout. Bien, alors, avez-vous quelques lectures cette semaine, cher Président? J'en ai eu beaucoup. Mais c'était des lectures de vacances. Et je faisais la remarque qu'il sort de plus en plus de livres et ils sont généralement de plus en plus gros. Alors là, j'avais par exemple deux thrillers de 600 pages. Alors, on met 15 jours à lire le bouquin. Bon. Alors j'ai, moi, un certain nombre de livres à recommander. D'abord, celui de mon ami Hubert de Mesmer, qui a été rapporteur du budget au Conseil régional de PACA. C'est peut-être la raison pour laquelle il n'a pas été choisi dans la liste, d'ailleurs. Il y a eu là, je pense, une carence regrettable et un défaut d'utilisation des compétences. Alors, il a écrit un livre qui s'appelle « Autopsie d'un crash annoncé ». C'est un peu l'histoire de la crise du Front National. Alors, sans approuver toutes ces positions, je constate que c'est un livre lucide et courageux, mais il a un inconvénient pour moi, c'est qu'il est écrit dans un petit caractère. Alors moi, j'ai besoin d'une loupe pour voir. Enfin, je souhaite quand même le meilleur accueil à Autopsie d'un crash. Ça sort à Synthèse Nationale. La Synthèse Nationale, dont j'ai d'ailleurs là un exemplaire récent, et qui est... ça face au formatage de la pensée dominante, une priorité nationale, la réinformation. C'est vrai, ça touche à tout le problème de la manipulation de l'information. Et notre ami Roland Elie, qui est le responsable et le patron de Synthèse Nationale, je participerai d'ailleurs, je pense, à la journée qu'ils font. Je ferai quelques signatures parce que j'en ai pas fait beaucoup compte tenu de mon état de santé. Bon, alors ça c'est très bon. Et puis aussi quelque chose qui vient juste de m'arriver, c'est la partie de l'esprit, du cœur, de l'âme, qui est les chrétientés orientales. C'est Elisa Bureau, qui c'est écrit, ça sort aux éditions Perséeux. Et attire l'attention des chrétiens d'Europe sur les chrétiens d'Orient, dont le sort est, au moins qu'on puisse dire, tragique. Parce que ils sont la proie et la cible, en tous les cas la cible et la proie des actions musulmanes, il faut dire la vérité, disons les choses telles qu'elles sont, qui les persécutent jusqu'à la mort. Et beaucoup sont obligés de s'enfuir. Et ceux qui résistent doivent être encouragés de toutes nos forces et que nos démarches diplomatiques devraient faire en sorte que les chrétiens d'Orient ne soient pas massacrés, ni persécutés, ni emprisonnés. Alors, merci à Elisa Bureau pour son livre courageux et c'est toute la grâce que je vous souhaite de le lire. Alors, cher Président, vous rentrez de vacances? Oui, je rentre de vacances, et oui, belle vacances chez mon amie Lydia Chénardi, à Grasse, très agréable avec Janie, bien sûr, et Gérald, dans une merveilleuse propriété, très silencieuse, avec un soleil qui nous obligeait à nous mettre à l'abri quand même, parce que s'il tapait, mais un peu moins dur. Il y a 3 degrés de moins à Grasse qu'à Nice, hein. C'est quand même important. Ouais, voilà, alors mon problème, c'est que j'ai été l'objet d'une attaque assez sévère, d'une attaque bactérienne,
et que je suis en fait, et encore maintenant, en convalescence. Parce que c'est assez long, la reconstruction est assez longue, la remise en marche, si j'ose dire, normale. Et donc je dois encore garder la chambre. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas le costume cravate. Non, mais ça vous sied à merveille. Oui, voilà. Et non, voilà. Je prie le bon Dieu que ça s'améliore. Bon, cela vous a-t-il empêché d'avancer quant à la rédaction du tome 2 de vos mémoires? Il faut dire que une grande partie de mon temps libre a été consacrée en effet au tome 2 de mes mémoires, qui est un énorme travail, puisqu'il s'agit d'aller de 1972 à nos jours. Oui. Et il se passe toujours quelque chose. Même demain, il se passera quelque chose. Alors tant que je n'aurai pas mis le mot fin dessus, je serai obligé d'en parler. Alors ça n'est pas l'histoire du Front National, ça l'est quand même, mais ça c'est mon histoire, c'est moi, je raconte mes aventures, mais aussi bien sûr je ne peux pas le faire sans parler en permanence du Front National, dont j'ai été le fondateur et le dirigeant pendant plus de 40 ans. Et notre Janie alors? Comment se sont passées ses vacances et comment va-t-elle? Ah ben Janie va très bien, elle est plus jeune que jamais. Et elle a fait avec moi de la piscine, mais elle a tenu absolument à aller se mettre dans l'eau salée sur la côte. Mais ce sont des expéditions qui durent plusieurs heures à cause des fils de voitures, n'est-ce pas? Mais je crois quand même qu'elle a fait aussi un tour de bateau avec un de nos amis. Et voilà, moi je suis resté sagement à l'ombre. Dans l'impossibilité de faire ce genre de démarche. À étudier. Oui, bon. Mais je ne me sentais pas attiré par le fait d'aller sur les plages grouillantes, me tremper dans une eau qui de surcroît était pleine de méduses brûlantes. Oui. Bien, alors continuez en tout cas et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec joie. Au revoir. Au revoir.